nous allons pas tarder à commencer la conférence. Tout d'abord, bienvenue à tous pour la première conférence du cercle de l'examen. J'ai 3 points à vous présenter avant que la conférence débute. Déjà, première chose, si vous désirez acheter l'un des livres des 2 intervenants qui en présentent aujourd'hui, c'est-à-dire Henri de Verseneder et Vincent Pouvière, nous allons les vendre après la conférence, donc à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à vous servir si vous êtes intéressé. Ensuite, vous avez reçu normalement en rentrant dans la salle une feuille de sondage que vous pouvez remplir qui donc demande comment vous avez été au courant de cette conférence aujourd'hui. Nous vous invitons à la rendre à la fin de la conférence. Et enfin, je vous informe de 2 autres conférences que nous organisons bientôt. Donc la première conférence, ce sera la conférence sur la gouvernance. C'est le 20 février 2014 à Janson. Ensuite, la deuxième conférence, ce sera la conférence sur l'extrême droite et la censure, avec Manuel Abramovich, Jean Bricmont, Jacques Englebert et Olivier Moukla, et elle se déroulera ici même, donc le 26 février à 20h. Donc, petite introduction sur le thème d'aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, c'est donc une conférence sur le populisme. Alors pourquoi une conférence sur le populisme? Tout simplement parce que le populisme est un terme aujourd'hui qui est extrêmement usité dans les discours politiques. Or, il semblerait que sa définition est devenue de plus en plus floue au fur et à mesure qu'on s'est mis à l'utiliser avec abondance. Donc, nous avons décidé d'organiser une conférence justement pour remettre en question le terme de populisme, pour voir si ce concept a véritablement une définition ou si c'est un concept de communicant, s'il existe un bon populisme ou un mauvais populisme, qui est populiste aussi, c'est une des questions majeures aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de personnes que l'on vitupère de populistes. Si l'on regarde ici, par exemple, nous pouvons voir que Paul Magnette a été récemment vitupéré de populiste parce qu'il avait critiqué la Commission européenne. Et si l'on suit les élections françaises, notamment les élections présidentielles, on verra que toute personne de tout bord s'est faite à un moment ou à un autre était populiste. Et donc pour ce faire, nous avons invité un panel d'intervenants qui ont travaillé sur la question et que M. De Waal, notre doyen qu'on ne présente plus, va présenter la même. Voilà. Donc bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous ce soir, ravi que la faculté s'associe la faculté des sciences sociales et politiques s'associe à l'organisation de cette conférence. Je pense que c'est à la fois le rôle du Librex évidemment d'organiser sur notre campus des conférences, des débats comme vous le faites depuis des décennies et des décennies, et c'est une excellente tradition. Et puis c'est aussi le rôle d'une faculté comme la faculté des sciences sociales et politiques d'aider ou d'elle-même organiser une série de conférences. Donc quand le Librex m'a contacté pour savoir si je voulais aider et collaborer à l'organisation de cette conférence, j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Alors je vais rapidement présenter les 3 invités du Librex. Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, directeur de l'Observatoire de la vie politique Ovipol à la Fondation Jean Jaurès, auteur du livre Le sens du peuple, la gauche, la démocratie, le populisme, entre autres. Et puis il y a aussi comme invité Vincent Pouvière, qui est professeur agrégé de philosophie et du local, qui rappelle d'où et voilà, auteur du livre Éloge du populisme, et puis Henri de Verseneder, professeur d'histoire, collaborateur scientifique de l'Université de Liège, qui a aussi sorti un ouvrage ici, une nouveauté presque pour la conférence, Démocratie en péril, l'Europe face au dérive du national-populisme à la renaissance du livre. Voilà, alors les règles du jeu, c'est que l'on cède la parole à chacun de nos intervenants pour 15 minutes, puis on leur recède la parole pour 10 minutes pour qu'ils puissent se répondre mutuellement, s'ils sont d'accord, pas d'accord, et puis on passera à la traditionnelle séance de questions et de débats avec la salle. Je suis un président de séance autoritaire, je le signale à nos 3 invités, parce que je pense que il est utile qu'on termine à une heure convenable, et puis je pense que la salle a aussi de nombreuses questions à poser, donc je n'hésiterai pas à faire respecter le temps de parole tel que demandé par les organisateurs. Voilà, et alors les organisateurs m'ont demandé de respecter le tour de parole, et c'est d'abord Laurent Bouvet que je remercie d'avoir fait le déplacement depuis Paris, à qui je cède la parole pour 15 minutes. Merci.
cette introduction et merci aux organisateurs. Toujours un grand plaisir à venir à Bruxelles et en particulier à l'ULB où j'ai déjà eu l'occasion, notamment grâce à Jean-Michel, de venir participer à des conférences et des colloques. Donc c'est toujours un plaisir renouvelé. Alors ce soir, le sujet est le populisme avec pour point d'entrée, me semble-t-il, le plus intéressant, la difficulté qu'il y a, ça a été dit un petit peu dans l'introduction tout à l'heure, à savoir de quoi on parle quand on parle de populisme. Hein, on l'entend tout le temps. Il a été rappelé que dans les différents pays, pas seulement en France ou en Belgique, populiste est devenu une insulte, c'est devenu un mot extrêmement péjoratif qui désigne en fait dans un débat politique ce qu'on n'aime pas. Donc quelqu'un qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, quelqu'un qui exprime l'idée que finalement il faudrait peut-être faire attention aux catégories populaires, au peuple, on reviendra évidemment sur tous ces termes, et on verra comment on peut justement approcher peut-être un peu plus précisément le mot qui est derrière le populisme, qui est le peuple, c'est une question de définition. Eh bien, donc c'est utilisé pour envoyer l'adversaire un peu dans les cordes, et avec évidemment un petit côté particulier pour l'histoire européenne. C'est pas pareil ailleurs, c'est pas pareil par exemple aux États-Unis. C'est pas la même histoire, évidemment, mais pour les Européens, populiste, ça rappelle beaucoup les années 30. Hein, et quand on dit populiste, on essaie disons, de dévaloriser la parole de l'autre en le renvoyant vers les ombres les plus sombres, les heures les plus sombres de notre histoire, comme disait l'autre, et donc de le renvoyer à la montée des périls des années 30, au nazisme et à cette période fasciste. Alors, bien sûr, face à cette manière d'utiliser ce terme, il faut essayer de classer les choses calmement et d'essayer de revenir à peu près à une forme de sens commun de ce qu'est le populisme et de la réalité, et aussi des dangers, bien sûr, qu'il peut contenir et entrer. Alors, je vais laisser mon collègue historien, parlera juste après, la perspective historique. Hein, je ne veux pas, comme ça on se répartit un peu les rôles, revenir sur la longue histoire des différentes formes du populisme au XIXe siècle en particulier. Je vais me concentrer sur des éléments, disons, plus théoriques, historiques. Vous voyez, je vais essayer de faire sinon une théorie du populisme, ce serait un peu présenteux, mais du moins d'essayer de placer les termes dans leur définition possible. La première chose qu'il faut noter quand on parle de populisme, aujourd'hui, ici et maintenant, sans faire référence à un type de personnage politique particulier, ou un mouvement particulier, c'est qu'on voit en fait deux grandes dimensions pour essayer de définir comme ça le populisme tel qu'il s'exprime de manière très générale aujourd'hui, soit directement de certains mouvements et leaders qui peuvent s'en réclamer, on verra aussi que certains s'en réclament, ou bien sûr de la part de ceux qui le rejettent et essaient de stigmatiser la parole de l'autre en la dénonçant comme populiste. La première dimension qu'il faut souligner dans le populisme, c'est la dimension, on pourra appeler une dimension verticale, entre l'élite et le peuple, c'est-à-dire une coupure entre une élite qui, là aussi, peut avoir énormément de définitions. Est-ce qu'on met élite au pluriel? Est-ce qu'on le laisse au singulier, en la réifiant en quelque sorte, en la solidifiant comme une sorte d'objet particulier? C'est ce que font beaucoup les populistes depuis très longtemps pour essayer de se distinguer, de parler au nom du peuple contre l'élite. Et c'est ce que fait aussi l'élite, même si ça ne s'appelle pas comme ça, en essayant de renvoyer le peuple à son populisme. Les leaders qui s'en réclament à leur populisme d'une manière un peu comme ça, non seulement péjorative, mais évidemment avec un peu de dégoût. Hein, le peuple comme plèbe, comme une sorte disons, d'instance dangereuse, qui salit, qui essaie
par exemple, de détourner la démocratie. Donc il y a cette dimension verticale entre l'élite et le peuple, qui est une première dimension essentielle. Il faut la croiser avec une autre, horizontale, qui est une dimension présente également, et là on rentre déjà un peu plus dans la définition plus précise du populisme actuel, qui est la dimension entre le eux et le nous. C'est-à-dire que dans le populisme, il y a une dimension de définition de ce que l'on est comme un groupe, qui peut être un groupe social, qui peut être un peuple, qui peut être aussi un peuple évidemment national, dans le national-populisme, et puis ceux qui n'en sont pas. Et avec une définition de la frontière qui est une définition assez dure. Hein, et on retrouve d'ailleurs cette frontière assez dure entre le haut et le bas, le peuple et l'élite, et le eux et le nous. Et si on croise ces deux dimensions, on obtient en fait un auteur français que vous connaissez certainement, qui s'appelle Pierre-André Taguieff, a défini comme non pas une doctrine particulière, non pas une théorie ou même une idéologie, mais comme un style politique. Et on obtient donc une approche, disons, assez générale, qu'on peut appliquer à différentes sortes de mouvements, à différentes formes, disons, différents usages du populisme et de la catégorie populiste. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de ces deux dimensions, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui dans la perspective, disons, européenne? Il y a dans quelques semaines des élections européennes dans tous les pays de l'Union qui vont très certainement, hein, on ne peut pas faire de prévision en sciences politiques, mais enfin là, c'est plus que probable, entraîner une montée dans la plupart des pays, sous des formes évidemment un peu différentes et dans une mesure sans doute un peu différente, de partis qu'on peut qualifier de populistes ou de néo-populistes, avec des spécificités sur lesquelles, j'imagine, nous reviendrons dans le cours du débat. Mais ils ont en commun précisément les deux dimensions dont je viens de parler. Ces partis et leurs leaders, car il y a évidemment une forme de leadership particulier qui s'adapte au style populiste, qui est transmis par une forme de leadership qui se distingue là aussi, même si on la trouve dans d'autres styles politiques, on peut la trouver dans d'autres endroits, disons, du champ politique, qui est quand même propre au populisme. Eh bien, il y a dans les propositions programmatiques, dans les discours de ces leaders, depuis maintenant un certain nombre d'années, effectivement une très forte dimension de rejet de l'élite, de rejet du haut, de rejet évidemment de l'Europe, de rejet de l'Europe dans ce qu'elle a précisément d'élitiste ou d'élitaire, c'est-à-dire qui s'est coupé des peuples des différents pays qui la composent pour fonctionner sur des principes et suivant des projets politiques, disons, des programmes qui sont totalement détachés du peuple. Il ne s'agit pas simplement de parler de déficit démocratique, on est bien au-delà, mais véritablement d'un rejet. Quand on regarde les enquêtes d'opinion qui sont faites dans les différents pays sur ces questions, on voit que cette coupure entre le haut et le bas est particulièrement marquée avec l'Union européenne, avec la Commission, mais avec l'Europe comme, non pas institution spécifique, la Commission, le Parlement, etc., mais avec l'Europe comme ensemble qui vient contraindre les peuples plutôt que les protéger et les aider. Donc ça, c'est une dimension essentielle, qui est une dimension commune et qui va peser lourd, car une des formes qui est très intéressante de la manière dont est exprimé ce rejet du haut au nom du bas, au nom d'un peuple qui aurait raison contre le haut, contre l'élite, eh bien c'est de dire que cette élite, en particulier l'élite européenne, mais ça s'applique aussi aux élites nationales, mais là je reste au plan européen, cette élite, en fait, non seulement ne protège pas, n'aide pas le peuple, mais exige de ce peuple, de ces peuples européens, exige d'eux le respect de plus en plus dur, de plus en plus normatif et même de plus en plus sécuritaire, au sens très général du terme,
de règles, de lois, de normes, dont elle, cette élite, fait tout pour s'abstraire, dont elle est occupée, d'une part donc à exiger le respect par le peuple, et pour elle, à s'en défaire, à s'en abstraire, à s'en détacher le plus possible, afin d'être toujours plus libre. Et évidemment, il y a là un lien avec la mondialisation, qui est très important, car la mondialisation est vue comme le phénomène propre au haut et à l'élite des sociétés européennes. Et l'Europe, la construction européenne telle qu'elle se fait, telle qu'elle est critiquée aujourd'hui par ces différentes formes de populisme, eh bien, c'est une Europe qui est considérée comme le cheval de Troie de la mondialisation, d'une forme d'unification du monde, mais au profit de quelques-uns. Évidemment, ces quelques-uns, ce sont toujours les mieux lotis, les plus riches, les mieux éduqués, ceux qui peuvent en profiter. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental aujourd'hui. Et évidemment, on voit que ce repère avec cet axe vertical et cet axe horizontal, si on passe sur l'axe horizontal, on voit qu'évidemment, ça fait sens. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'ensemble, puisque l'axe horizontal, vous comprenez aisément, dans cette même protestation populiste aujourd'hui en Europe, c'est évidemment la question de l'ouverture des frontières, la question de l'Europe, cheval de Troie de la mondialisation, mais avec l'idée que plus on laisse les frontières ouvertes, plus il est facile à ce cheval de Troie de pénétrer et de répandre la mondialisation, ces inégalités tranchées, ces injustices, bien au-delà des inégalités à l'intérieur de l'Europe parmi les peuples européens. Et cette ouverture, évidemment, entre le eux et le nous, l'intérieur et l'extérieur, se manifeste, vous le savez, je passe très vite, ça reviendra dans la discussion, mais en particulier aujourd'hui, pour des raisons historiques depuis quelques années, très marquées par le rejet de l'islam et de l'immigration, en particulier de l'immigration liée à la question de la religion et de l'islam. Et là, on a un dessin qui se fait de manière assez cohérente, et j'en terminerai par là pour mon intervention, un dessin qui se fait de manière assez cohérente entre, d'une part, si vous voulez, et ça pour moi c'est quelque chose de tout à fait essentiel, c'est là-dessus que je travaille et que j'essaye d'intervenir le plus aujourd'hui, il y a, disons, une fusion ou une imbrication des dimensions économiques et des dimensions identitaires, qu'on pourrait appeler aussi culturelles. C'est-à-dire que ce que les analystes, quand on en parle, essayent de dissocier les facteurs économiques, le chômage, les problèmes de pouvoir d'achat, etc., et de l'autre côté, les facteurs identitaires, culturels liés à la religion, à l'immigration, aux problèmes d'intégration, etc., en fait, dans la manière dont les citoyens le vivent, et en particulier, plus on descend dans les catégories sociales, populaires, plus c'est vécu de manière totalement mêlée, en fait, se retrouvent et sont particulièrement bien utilisés. Cette imbrication est particulièrement bien utilisée par le populisme. Et je crois que c'est ce qui le caractérise aujourd'hui le mieux et le plus, c'est cette capacité de jouer sans cesse sur les deux terrains économiques et identitaires culturels, sans jamais aller sur l'un ou sur l'autre. Se faire prendre sur le terrain économique, en France, Marine Le Pen, que vous connaissez, qui répond toujours avec difficulté aux questions économiques. Et puis vous avez des responsables du gouvernement, aujourd'hui à gauche, socialistes, ou même de l'opposition de droite, classique, les énarques, etc., qui lui disent, mais économiquement, Marine Le Pen, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, regardez, tel, les chiffres. C'est pas son problème, elle s'en fout. Elle n'est pas là pour proposer des solutions avec des chiffres, avec un programme chiffré, on augmente la taxe de temps, etc. Ce n'est pas son problème. Elle joue précisément tout le temps de la peur, de l'insécurité économique, le chômage de masse, question de pouvoir d'achat, etc. Et en même temps, de manière complètement imbriquée, de ces questions identitaires et culturelles. Et l'immigré, c'est plus seulement celui qui vient prendre le travail, c'est celui qui non seulement classiquement vient prendre le travail, donc il faut fermer les frontières, mais en plus qui apporte son mode de vie qui n'est pas celui des autochtones. Et donc il menace doublement l'autochtone auquel il vient prendre son travail
et dont il menace la vie en installant sa mosquée, sa boucherie halal, en faisant la prière, en mettant un voile à sa femme, etc. Et on est sur cet ensemble, et c'est extrêmement difficile, ce sera mon dernier mot, Jean-Michel, c'est extrêmement difficile de combattre pour des forces politiques classiques qui ont l'habitude d'une forme de programmatique extrêmement dissociée, etc., qui ne font pas de transversale. J'y reviendrai dans ma deuxième intervention et dans la discussion, si vous le voulez. Merci. Voilà, merci beaucoup pour cette excellente introduction. Je vous cède la parole pour la suite. Merci. Et voilà, l'histoire est une grande faiseuse de clarté. Et je signale que la partie qui s'ouvre jeudi est justement consacrée à la dimension historique, celle dont Georges Perec avait dit l'histoire avec sa grande H. Et je me permets quand même de commencer par une petite anecdote. Longtemps, j'ai enseigné dans le secondaire et à l'université, et un jour, j'avais demandé à mes étudiants de donner le dernier mot de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Article 3, c'est un très beau texte. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans temps de réflexion. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans et un élève, avec une spontanéité touchante, avait dit la popularité. Eh bien, je dois vous dire que c'est à partir de cet événement fondateur que je me suis intéressé donc au populisme, dont je commençais à entendre dans les médias, donc les occurrences, et vous savez que ça n'a fait que s'amplifier. Faut-il le dire, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ainsi donc, citant le poète René Char, comme quoi les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux, je répète, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux, eh bien, en fait, cet élève avait dit que la légitimité d'un pouvoir venait en fait de la popularité. Ça signifierait quoi cela? Eh bien, que la souveraineté du citoyen, eh bien, elle est à la consigne, et que quelqu'un qui est populaire doit avoir nécessairement le pouvoir. Voilà, je vous dis ça parce que je suis fort attaché à l'étude du discours politique et des mots que nous utilisons. Car n'est-ce pas justement des soutes de l'inconscient que jaillissent les vocabulaires et que se forment les archétypes? Ça, c'était en guise d'introduction. Alors, quelles sont ces caractéristiques du populisme? Bien de le rappeler, je crois quand même qu'il est intéressant de donner quelques ingrédients qu'on retrouve toujours. Un, c'est l'appel direct au peuple. Un peuple, deuxièmement, qui est donc l'appel direct au peuple, et l'exaltation, bien sûr. Deuxième trait, un peuple monolithique, mythique, sans différence de classe, d'opinion, d'intérêt, se confondant avec la majorité dite silencieuse, qui ne l'est pas tellement, quand vous voyez la France, par exemple, il y a 15 jours de colère, le dimanche, etc. Vous voyez, et d'autres manifestations. Troisième trait, un leader estime incarner ce peuple, parce que lui, dit-il, souvent il est né, et le comprend d'instinct, comme s'il était doué, quelque part, d'une intuition que d'autres de l'élite, donc, ne peuvent avoir. Faut-il rappeler que jusqu'à nouvel ordre, la démocratie n'est pas l'incarnation du peuple, c'est sa représentation. Pour en parler dans le principe direct participatif plus tard, si vous voulez. Quatrième composant, l'anti-élitisme. Le peuple d'office, lui, est considéré comme sans tâche, n'est-ce pas? Voilà, tout flatteur, puis au départ de celui qui l'écoute. Cinquième élément fondamental aussi, il y a bien sûr la rhétorique populiste, faite de propos à l'emporte-pièce, courant très fort du côté donc, de l'émotion, maniée bien sûr par un meneur charismatique dans un parti hyper personnalisé.
hyper personnalisé. Alors finalement, c'est le 6e ingrédient, les médiations. Le Parlement, en Belgique on n'en a pas marre, hein, mais quelque part c'est diabolisé, c'est superflu, c'est une perte de temps, et nous avons là l'idéologie du il y a qu'à faire ceci, il y a qu'à faire cela, donc vous avez déjà entendu. Voilà donc très rapidement esquisser les ingrédients. Sommes-nous dès lors en présence de l'extrême droite? Eh bien la question fait débat, parce que jusqu'à nouvel ordre, les partis dits populistes en Europe se présentent aux élections. Mais je peux rappeler que Hitler a fait le jeu aussi. Il a joué le jeu des élections en Europe en 1932. Il y a des ressemblances, je trouve. Il y a la rhétorique anti-système, anti-establishment, comme l'était le fascisme et le nazisme. Mais le populisme n'a pas de logiciel révolutionnaire comme ces idéologies. On peut nier quand même qu'il y a des caractéristiques très proches. Le nationalisme, je veux dire, la xénophobie, le racisme, l'opposition, on vient de le rappeler, à l'islam, à l'immigration, l'antiparlementarisme. Il y a une chose qui me frappe depuis des années, c'est la brutalité verbale. Ce n'est pas en jugeant les autres qu'on apporte la preuve de la pertinence de ces arguments dans le débat démocratique. Alors aujourd'hui, il y a une fixation sur les 3 I, islam, immigration, insécurité. Mais comme je vous l'avais dit en annonçant, il y a une spécificité du populisme parce qu'en fait, ce terme, fourre-tout bien sûr, le terme fourre-tout, auberge espagnole de l'imprécision politique ou idéologique, n'a pas toujours été connoté à droite. Lorsqu'il naît en Russie, dans les dernières décennies du XIXe siècle, il est plutôt, et même tout à fait, connoté à gauche. Donc avec une dimension progressiste. Les populistes russes, les narodniki, eh bien, ce sont des idéalistes qui vont au peuple, qui vont à la paysannerie, pour leur dire, mais en fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous révolter? Vous ne voyez pas que vous êtes exploité? Allez-y, il y a comme une impatience pour arriver à une société plus juste, plus égalitaire. Mais comme la paysannerie tarde à se révolter, il y a chez ces narodniki une impatience qui se révèle et ils s'adonnent à ce moment-là à ce qu'on appelle l'action directe. Et on n'est pas loin des nihilistes russes. Il y a, par exemple, Herzl. Vous avez là-bas un grand personnage qui a participé à Paris à la révolution de 1848 ou printemps des peuples. Et comme cette révolution a débouché sur la bourgeoisie, donc mercantile, il dit qu'il faut absolument aller donc vers des actions plus directes parce que le parlementarisme, le libéralisme politique est une phase qui ne peut pas déboucher sur une société plus juste. Par exemple, il écrira à Mazzini en Italie « Je ne crois en Russie à aucune autre révolution qu'à une guerre de paysans ». Mais pendant ce temps-là, il y avait d'autres qui étudiaient l'œuvre de Marx. Et ces autres, ben, vous avez Lénine, bien sûr, Trotsky, etc., qui estiment que le terrorisme n'aboutit à rien, sauf à donner des arguments pour la répression tsariste. Et ces narodniki vont perdre de leur importance au profit donc, des bolcheviks et des mencheviks. Et finalement, on retrouvera quand même un peu leur thèse chez les socialistes révolutionnaires de Kerensky à la révolution donc, de 17 qui commence au mois de février et qui ne se... Vous savez qu'il y aura octobre après. Voilà donc pour le populisme russe. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons le People's Party. Vous avez un parti un peu de même type, également agrarien, dans le Middle West, où vous avez des paysans, des farmers qui travaillent durement, mais qui commencent à assister à l'industrialisation de l'agriculture, c'est un peu comme ça maintenant, hein, et qui finalement se retrouvent groggy face à ce capitalisme qui se développe. Et ils vont proposer des choses qui auront une résonance
même dans le New Deal. Par exemple, il propose, mesdames, le vote, mademoiselle, le vote des femmes, l'égalité entre hommes et femmes. Il propose la nationalisation des chemins de fer et des grands services publics. Mais ce parti, donc le People's Party, n'aura pas beaucoup de lendemain. Revenons maintenant sur le continent, parce que le mot populisme qui a surgi ou ressurgi à partir, en gros, à la fin des années 80-90, en fait, autrefois, il n'y a pas encore si longtemps, on disait, vous avez encore entendu, même les plus jeunes, le mot poujadisme. Et avant cela, non, voilà, le temps passe. Et avant cela, c'était le mot boulangisme. Le boulangisme. Eh bien, nous sommes comme un boulangisme, enfin bon, ça fait avant ça. Hein. Donc, boulangisme, qui c'est? Boulanger, c'est un militaire, fort en gueule, et coqueluche des foules, qui fait une carrière fulgurante et qui reçoit déjà la Légion d'honneur à peine âgé à 47 ans. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la France, à l'époque, a été traumatisée par la guerre franco-russe. Et, voilà, parce que je pense franco-prussienne. Mais c'est parce que je viens toujours chez les nautiques. Et la perte, bien sûr, de l'Alsace-Lorraine. Il y a, chez les nationalistes français, où on retrouve notamment un certain Henri Rochefort, qui était un membre de la Commune, il y a comme ça des gens qui passent d'une idéologie à l'autre, il y a un désir de revanche et d'aller reconquérir les provinces perdues. Et Boulanger incarne quelque part cette volonté donc de reprendre l'Alsace et la Lorraine. À l'époque, la République, la Troisième République, n'est pas encore très fortement installée. Et il y a certains, notamment aussi à gauche, qui disent mais en fait, c'est une république bourgeoise, il faut absolument bousculer cela et arriver à une société plus juste. Il y a aussi des ultras, donc, qui disent qu'ils sont bonapartistes aussi. Enfin, bref, il s'est trouvé, Jean Boulanger, dans un domaine où, en fait, on le poussait à prendre le pouvoir, mais il ne franchira pas le pas. Pourquoi? Semble-t-il parce qu'il a rencontré une amie qui s'appelait Marguerite de Bonne-Mère. Ça ne s'invente pas. Et cette amie, vous voyez, je roule des femmes quand même en politique, hein? Non? Non, ça, on peut parler. Des gens de cœur de Roland. Non. Donc, tout ça pour dire qu'au dernier moment, Marguerite de Bonne-Mère, en fait, lui dit, mais non, ça s'est mal passé pour lui, Napoléon, et Napoléon III qui avait plus le pouvoir, donc 2 décembre 1851, non, on a mieux à faire, etc. Et alors, à ce moment-là, il y avait un certain Georges Clémenceau. On veut dire quelque chose, ils étaient ensemble à Nantes. Ils s'en passent des choses, et on vient de Nantes aussi, je crois. Hein. Ils étaient au lycée ensemble. Et Georges Clémenceau a compris que le danger nationaliste anti-républicain était en train de s'installer, et il va créer tout un mouvement pour dénoncer le danger que représente Boulanger. Alors finalement, Boulanger s'enfuira, et vous savez où? À Bruxelles, avec Marguerite de Bonne-Mère, qui meurt en 1891, début juillet, ici, ou tuberculose, et elle est enterrée où? Ici, à Ixelles, et il met sur sa tombe, j'arrive, Jacques Brel, j'arrive, 2 mois après, il se suicide sur la tombe, ici, donc, de Marguerite de Bonne-Mère, et c'est une des tombes les plus visitées, toujours, aujourd'hui, avec mon Dieu Robinson, donc à Paris. Vous n'avez pas tout ça. Et Clémenceau, qui était jamais en panne d'une saillie, lui dit, il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Voilà, donc le boulangisme a été l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Alors, puisque je viens de revenir en Belgique, dans les années 30, il y avait le Beau-Léon. Vous avez entendu parler du Beau-Léon? C'était de Grelle, évidemment, qui était né à, Bouillon-Bouillonnais, qui était né donc à Bouillon en 1904. Eh bien, je trouve vraiment que ce Léon de Grelle, au départ, est exactement le prototype de ce que pourrait donner aujourd'hui un aventurier politique qu'on qualifie de populiste ou de national-populisme. Il naît à Bouillon,
il fait ses études, enfin, il fait 1 an d'études à l'Université catholique de Louvain. Après 1 an, il arrête, et comme il avait beaucoup de faconde, il dira, mettez-moi chez les Papous, après 1 an, je suis roi des Papous. Plus tard, il sera appelé notre Modeste Ier. Et puis il viendra donc du côté du feu. Alors, je vous dis ça parce que quand on entend la logorée de ce type, je vais en donner donc un exemple, le dimanche 24 mai, c'est quand les élections prochaines? Le 25, je crois. Imagine. Et là, vous êtes pas au courant. Le 24 mai 1936, jour des élections législatives, le parti lexiste obtiendra 16% des voix en Wallonie, puis 18% en Bruxelles, et permettra ainsi à 21 représentants de cette nouvelle formation d'entrer dans une chambre comptant à l'époque 202 sièges. De Grelle sonnait le tocsin. Belge, public chéri, Belge, français, Belge, aujourd'hui, vous allez jouer tout, vos foyers, vos enfants, l'avenir du pays, tous les partis corrompus se valent. Ils vous ont tous volé, ruiné, trahi, tous dégoulinants de leurs infamies, voudraient une fois de plus vous bourrer de crâne. Ouvrez l'œil, ne vous laissez plus faire. Si vous voulez voir des scandales nouveaux empester le pays, si vous voulez être écrasé par la dictature des banksters, c'est lui qui, la première fois, utilise ce mot, qui sera repris par Marine Le Pen. Si vous voulez être écrasé par la dictature des banksters, si vous voulez voir renaître ces luttes hystériques des partis qui ont mis le pays à l'agonie, suivez alors, comme des moutons, les politiciens profiteurs, vous aurez vous-même signé votre condamnation à mort. Il avait un journal, Le Pays Réel, il avait été soutenu par Monseigneur Picard à l'Université de Louvain, et il avait fait une OPA, en fait, sur pour les effets des prêtres, etc. Il paraît qu'à la sortie de messe, on distribuait des tracts donc, du parti rexiste. Il va obtenir donc assez bien le voix, et puis finalement, il perdra donc toute une partie de son électorat, et il se jettera dans les bras d'Hitler, et des Wallons vont partir avec lui dans la Légion wallonne contre le judéo-bolchevisme. Je ne parlerai pas de Poujat, mais peut-être après. Voilà, merci. Non, ça marche tout seul. Bien, merci donc au Cercle du Libre Examen de m'avoir invité. Donc je suis enseignant de philosophie dans le secondaire. Donc je suis aussi élu local dans un petit village, tout petit village de 500 habitants, donc dans la région de Thann, en Alsace. Élu de base, donc proche du peuple, on va dire. Ça c'est populiste déjà. Alors, on m'a invité là peut-être aussi pour faire un petit peu l'avocat du diable, alors je vais essayer de ne pas décevoir complètement. D'abord, je voudrais, premier point, expliquer un peu le sens du titre que j'ai choisi, Éloge du populisme, parce qu'après ce qui a été dit, on se demande un peu comment est-ce qu'on pourrait faire un éloge du populisme. Alors, je vais peut-être rassurer beaucoup de personnes et en décevoir certaines. Je ne me livrerai pas à un éloge du populisme si on entend par là un éloge de la démagogie populiste. Démagogie qui prolifère aujourd'hui, en France comme en Europe. D'ailleurs, l'affiche que vous avez préparée pour ce débat a donné une illustration quelque peu menaçante de ces figures emblématiques de ce qu'on appelle communément le populisme. On y voyait, je crois, si je me souviens bien, Marine Le Pen, Hugo Chavez, Viktor Orban et Beppe Grillo. Peut-être j'en ai oublié. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces différentes figures, qu'est-ce qu'il y a de commun? Sans doute une certaine forme de démagogie, mais on pourrait très certainement aussi établir entre eux des différences essentielles qui ne sont pas que de style, pour reprendre l'expression de Taguieff, qui définit effectivement le populisme comme un style, mais qui renvoie au caractère incomparable de la situation politique des pays dans lesquels ils prospèrent. Situation à laquelle ils sont obligés, en tant que démagogues, d'adapter leur discours.
Alors, donc effectivement, Taguieff est une référence centrale sur la question du populisme. Hein. Dès 2002, je crois, c'est l'illusion populisme, hein, ça date de 2002, je crois. Il tente de dégager les traits communs de la démagogie populiste, par-delà les différences de situation politique des peuples concernés. Et son analyse fournit aujourd'hui l'essentiel du cadre interprétatif des différentes études parues depuis sur le populisme. Tout le monde se réfère à Taguieff. Dominique Régnier, par exemple, dans son livre Populisme, la pente fatale, se réfère à Taguieff. M. Bouvet aussi se réfère à Taguieff comme donc une autorité en matière de populisme. Alors, mon propos n'est pas essentiellement de critiquer l'analyse que Taguieff propose du populisme. Analyse très raffinée, il distingue le populisme protestataire du populisme identitaire. Et dans le populisme identitaire, bien, le Front National serait donc une branche de ce populisme identitaire. Je n'entrerai pas non plus dans les raffinements proposés par Dominique Régnier, qui distingue une autre variété du populisme identitaire qu'il appelle le populisme patrimonial. Donc on a là, si vous voulez, toute une série d'analyses qui, en fait, traitent le populisme comme une forme de démagogie. Et moi, je préférerais qu'on parle d'ailleurs de démagogie populiste plutôt que de populisme. Je vais expliquer pourquoi. Parce que parler de démagogie populiste, ça veut dire qu'on sait qui est populiste, ce sont les démagogues. Alors que parler de populisme, eh bien, entretient une confusion, parce qu'on ne sait jamais si ce sont les démagogues qui sont populistes ou si c'est le peuple qui est populiste. Alors, je crois que c'est une distinction, ce que j'essaie de faire dans l'éloge du populisme, c'est de faire cette distinction donc liminaire entre démagogie et populisme et ce que j'appelle le populisme du peuple lui-même. Je crois qu'il faut faire cette distinction. Alors la démagogie populiste, effectivement, on l'a décrite, je ne vais pas y revenir, il n'y a rien à rajouter, moi j'ai rien à rajouter sur les analyses qui ont été faites par Taguieff, elles sont très pertinentes. L'analyse des discours démagogiques sont très pertinentes. La question c'est de savoir si, une fois qu'on a dit ça, on a épuisé la question du populisme et on a rendu compte vraiment du phénomène. C'est ça la question. Donc mon propos dans l'éloge du populisme n'est pas donc de faire un éloge bien sûr de la démagogie populiste, mais mon propos c'est d'essayer de reposer le problème, de déplacer un petit peu, si vous voulez, le problème. En effet, si on définit la démagogie populiste comme l'opposition, si vous voulez, l'appel au peuple, l'opposition du peuple aux élites, quel va être le contenu de cette démagogie? Parce que c'est pauvre, ça, comme contenu. Dire simplement, le peuple, voilà, s'oppose aux élites, c'est celui qui ne gouverne pas. C'est pas une image qui va suffire au peuple lui-même. Donc finalement, les démagogues populistes pour enrichir leur discours, ils vont être obligés d'en appeler à des idéologies. Ils vont faire une espèce de bricolage idéologique, nationaliste, pour un populisme de droite, où ils vont chercher aussi un bricolage idéologique du côté de la gauche, on va en appeler aux pauvres contre les riches, etc. Donc finalement, il va bien falloir donner un contenu à cette opposition abstraite entre le peuple et les élites, et ce contenu, on va le chercher finalement dans les idéologies disponibles, si vous voulez. Donc finalement, le démagogue, il doit s'adapter finalement au peuple qu'il a face à lui, et donc son discours va être changeant par rapport à l'état de ce peuple, par rapport à la composition sociale de ce peuple, par rapport aux circonstances historiques, géographiques, etc. Donc finalement, je me demande quelle est l'utilité d'essayer d'établir une espèce de cohérence, si vous voulez, du discours populiste, ou de la démagogie populiste, puisque par définition, elle est chatoyante, elle cherche à s'adapter, effectivement, au peuple, ou à ce qu'on présuppose être le peuple. Donc, mon propos
est autre dans l'éloge du populisme. Hein. Ce que j'essaye de faire, c'est finalement de partir de l'idée suivante: les démagogues populistes passent, mais le populisme, comme phénomène profond, parce que répondant à des causes structurelles, demeure. Donc je crois qu'il faut faire cette distinction, c'est-à-dire donc la démagogie populiste et le populisme du peuple comme phénomène politique beaucoup plus profond. Donc ça c'est mon deuxième point, si vous voulez, qu'est-ce que j'appelle le populisme du peuple, hein, par opposition à la démagogie populiste. Alors, il faut inverser la perspective. Hein, il faut inverser la perspective habituelle. Ce ne sont pas les démagogues qui, par l'efficace de leur démagogie, créeraient le populisme, influençant progressivement le peuple. Mon hypothèse, c'est que le populisme du peuple précède au contraire l'apparition du démagogue qui surgit pour essayer de s'en faire le reflet et le porte-parole. Le démagogue court après le populisme du peuple. Les analystes donc inversent la perspective qu'il faudrait adopter. Ils se laissent prendre au reflet proposé par le démagogue et font déteindre sur le peuple lui-même la parole du démagogue, parole qui n'est qu'une instrumentalisation de la détresse réelle du peuple. Donc il me semble que les interprètes du populisme prennent trop au sérieux le bricolage idéologique et syncrétique de la démagogie populiste. Et je crois qu'inversement, ils ne se penchent pas assez sur le populisme du peuple lui-même, sur ses causes et sur, oserais-je dire, sa légitimité. Alors je propose une première définition générale de ce que j'appelle le populisme du peuple. Alors je me place plus particulièrement dans le cadre français, mais je crois que l'analyse vaudrait dans les démocraties européennes de manière plus générale. Je dirais que le populisme est la manière dont les peuples européens font l'expérience de leur décomposition, ainsi que la réaction qu'ils tentent d'opposer à cette décomposition. On ne peut donc pas comprendre le populisme et le prendre au sérieux si l'on ne prend pas au sérieux l'idée même qu'il y a une réalité des peuples européens. Or, traumatisés par les conceptions essentialistes et identitaires des peuples, ce que Laurent Bouvet appelle dans son ouvrage le peuple classe ou le peuple race, traumatisés par ces conceptions, mais à juste titre, nous avons renoncé à penser la réalité des peuples. C'est pourquoi j'ai proposé la formule suivante: le populisme est le retour du refoulé des peuples européens. Il y a des peuples en Europe qui tiennent à persévérer dans leur être. Voici ce que nous force à penser le populisme. Alors cette définition générale du populisme, du peuple, hein, séparée donc de la démagogie populiste qui cherche à le récupérer, cette définition donc générale, populisme du peuple comme réaction des peuples européens à leur décomposition, nous force à préciser deux choses. Première chose, quelle est la réalité des peuples européens? Qu'est-ce qu'un peuple? Et je rajouterai, qu'est-ce qu'un peuple politique? Parce que pour moi, le populisme, tel que je le définirais, n'affecte que les peuples politiques. Pour moi, le populisme est un phénomène secondaire qui vient après une longue expérience politique des peuples. C'est pourquoi mettre dans le même paquet le populisme latino-américain n'est valable que sur le plan de la démagogie populiste, et encore, mais pas sur le plan de ce qui se passe au niveau des peuples mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Il faudrait préciser ce que sont les peuples européens et pourquoi ils réagissent aujourd'hui à des forces qui les décomposent. Donc, première chose, qu'est-ce qu'un peuple politique? Deuxième chose, quelles sont
les forces qui décomposent ces peuples et contre lesquelles ces peuples luttent dans leur populisme. Alors, je vois qu'il nous reste 2 minutes, donc je n'aurai pas le temps d'aller au bout. 3. Donc, je dirais rapidement, pour définir ce qu'est un peuple politique, et là peut-être le débat pourra s'engager avec Laurent Bouvet, qui distingue trois formes de peuple dans son ouvrage. Qu'est-ce qu'un peuple politique? Je dirais qu'un peuple politique, c'est 2 choses. Il y a une double nature. Dans cette expression de peuple politique, je veux réunir 2 choses. Un peuple politique, c'est à la fois une sociabilité commune, un être ensemble social au sens ancien de la sociabilité, pas social au sens de la réduction de la sociabilité au rapport de production et au rapport économique. Donc, un peuple, c'est d'abord une forme de sociabilité. Ensuite, un peuple politique, c'est la capacité de s'auto-gouverner. Alors, pour moi, le populisme, si vous voulez, réagit à la destruction de ces 2 niveaux. Le populisme n'est pas seulement une protestation purement politique, électorale, etc. Le populisme est une réaction à la destruction d'une forme de sociabilité, on pourrait dire communautaire, entre guillemets, à une forme de communauté qui est très politique, partage d'une langue, de mœurs, etc. Donc le populisme, c'est la réaction à la destruction de cet être social, mais le populisme est aussi, dans un deuxième temps, la réaction à la dépossession de la capacité de s'auto-gouverner. Et je terminerai, il me reste 1 minute, même pas, je définis donc le populisme comme une forme de conservatisme, du peuple, conservatisme de son être social, conservatisme de son être politique. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour ces 3 interventions qui, je pense, étaient très riches et c'était très complémentaires. Donc l'idée maintenant que chacun puisse réagir sur les interventions des uns des autres, et c'est vous qui avez fait les organisateurs de tiré au sort et pour décider que voilà. Et puis monsieur, voilà. Vous avez la parole pour un commentaire, pas trop long, je suis là. Voilà, je crois qu'il y a des colères populaires qui sont mais totalement légitimes face à la précarisation qui s'installe, puisque de plus en plus, vous les jeunes, je me dis que le salariat étant disparu, c'est le précariat qui s'installe. Voilà, à vous de trouver des nouvelles formes de lutte. Non, je ne vais pas tout de suite commencer une harangue, vous avez déjà eu un aperçu historique tout à l'heure. Ce que personnellement je capte, parce que je crois vraiment que ce terme populisme qui subit mais une extension inflationniste, les mots, c'est comme le souffler, ça gonfle tellement qu'à un moment donné, ce n'est plus porteur de sens. Vous l'avez insisté là-dessus. Ce que personnellement, en fait, je pense à Molière, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Tartuffe. À partir du moment où on emploie un mot et on veut mettre au pilori, comme a dit M. Bouvet, son adversaire, on le stigmate et on croit ainsi se donner un label démocratique à bon marché. Par contre, ce que personnellement je crains, et je suis très sensible bien sûr à cette angoisse populaire, à cette angoisse des gens et notamment des jeunes, n'y aurait-il pas des aventuriers qui, à un moment donné, par des propos matamores, vont insister sur les peurs qui existent dans la société, vont souffler sur ces peurs, mais dans quel but? En fait, pour se hisser sur le pavois du pouvoir et pour, je crois, en fait, que ce soit relayé par des intérêts financiers, d'un capitalisme financiarisé, et en fait, cette ambition de certains, ils vont instrumentaliser les angoisses. C'est ça que je crains, alors que j'adhère totalement à votre
Analyse. Non, pas du tout, pas du tout. Alors. Oui, je pense qu'il est important de se poser la question aussi, effectivement, d'une sortie éventuelle du populisme. Et le fait de distinguer entre les démagogues populistes qui instrumentalisent une détresse réelle du peuple et le fait d'identifier des causes objectives, réelles, à cette détresse populaire, voilà, c'est deux choses différentes. Hein. Si on veut sortir du populisme, je crois qu'il ne faut pas seulement faire une analyse, parfois moralisatrice, de la démagogie populiste, mais c'est peut-être même pas tellement intéressant, c'est même peut-être pas forcément ça qui permettra de sortir du populisme, que plutôt se poser la question des causes réelles de cette angoisse du peuple. Peut-être que le peuple a des raisons objectives à cette angoisse, hein, que j'ai essayé de placer sur un double plan, hein, sur le plan donc de la sociabilité et sur le plan de la capacité à maîtriser collectivement son destin. Laurent Bouvet a pointé, par exemple, sur la dépossession de la capacité à s'autogouverner, il a pointé la question des formes prises par la construction européenne. Donc ça, ce sont des problèmes réels. Et il ne suffit pas de raffiner dans l'analyse des formes de démagogie populiste pour finalement sortir du populisme. Ouais. Alors, ouais. Pas beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, je suis assez... je rejoins tout à fait votre analyse sur... alors, le mot démagogie du populisme du peuple, oui, pourquoi pas. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal. La difficulté qu'on a, c'est que le populisme, c'est l'envers nécessaire de la démocratie. Voilà, si on veut encore donner une autre définition, essayer de l'aborder par une autre phase. C'est-à-dire que c'est à la fois, donc, comme démagogie, pour aller dans votre sens, utiliser les mots que vous avez employés. C'est à la fois le mal de la démocratie, c'est-à-dire le mal au sens du contraire du bien, le mal comme une pathologie qui risque de tuer la démocratie, en référence aux années 30, lorsque l'exacerbation, la brutalisation des peuples suite à la Première Guerre mondiale et l'exacerbation de critères identitaires, comme vous l'avez rappelé, de mise en avant d'une caractéristique du peuple pour simplifier le peuple social réduit à la classe dans le cas du communisme stalinien et le peuple national réduit à la race dans le cas du nazisme, détruisent la troisième peuple, donc le peuple national, le peuple social, qui est le peuple démocratique. Et donc réduit cette troisième dimension essentielle qui est nécessairement depuis le 19e siècle, et notamment 1848, où ces trois peuples émergent comme à la fois le problème et la solution toujours insatisfaisante au sein de la démocratie, de la question du peuple et de la représentation du peuple après son irruption dans l'histoire avec la Révolution française. Donc on a là, dans la démocratie, à la fois le point de rencontre nécessaire et en même temps le point toujours insatisfaisant. C'est-à-dire que c'est le mal qui risque de la détruire et en même temps c'est le mal qui signale que la démocratie est toujours quelque chose d'insatisfaisant, toujours quelque chose en construction. Il y a le titre d'un livre, c'est un auteur qui a aussi cité Taguieff, il y en a un autre qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui a fait une trilogie absolument passionnante sur cette question, c'est Pierre Rosanvallon, avec La démocratie inachevée, qui était le complément de deux autres volumes, Le sacre des citoyens et Le peuple introuvable. Alors dans Le peuple introuvable, il y avait aussi, du point de vue de Rosanvallon, qui vient de la deuxième gauche française, un côté normatif. Le peuple est introuvable parce qu'il ne doit surtout pas être trouvé, on doit le laisser justement parce qu'il est dangereux de côté, et il faut une société des individus et non pas un peuple de citoyens. Donc c'est encore un autre débat. Mais il y a quand même une idée aussi du constat. Et dans la démocratie, je
dirais, on peut utiliser une formule, c'est que un peu de populisme rapproche de la démocratie, beaucoup de populisme en éloigne. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'acte démocratique lui-même, parce qu'il y a cette ambiguïté fondamentale qui est, et j'y arrive bien sûr, l'ambiguïté du peuple lui-même, de la notion de peuple lui-même, cette ambiguïté indispensable. Donc évidemment, le populisme du peuple, bien sûr. Quelle est l'ambiguïté du peuple? Depuis l'origine, les Grecs ont déjà, dans les termes même employés par les philosophes grecs, donc 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, on voit bien l'ambiguïté. C'est-à-dire que le démos, pour les Grecs, c'est à la fois le peuple, le bon peuple, le peuple que les latins, les romains diront populus, le bon peuple, le peuple qui légitime l'ordre politique, et on ne peut pas avoir une cité, un ordre politique légitime, sans le soutien du peuple, sans le soutien du bon peuple, de ce démos, de ce peuple politique ou du populus. On ne peut pas, une bonne cité ne peut pas être appuyée juste sur les aristocrates ou sur un principe qui limite. Il y a la nécessité d'un soutien populaire. Mais en même temps, ce même peuple, ce même démos, qui soutient, qui légitime, c'est aussi celui qui met sans arrêt en danger la cité, l'ordre de la cité, qui met en danger, si on modernise le propos, la démocratie. C'est le risque de la tyrannie de la majorité que dénonçait Tocqueville, c'est le risque d'un peuple qui jaillit, qui veut prendre le pouvoir pour lui-même au détriment de l'équilibre, au détriment de la composition des intérêts, et qui va être l'organe du populisme. Mais l'organe, non pas parce qu'il sera nécessairement manipulé, oui bien sûr, il faut toujours des manipulateurs, il faut toujours des populistes pour que le peuple se déchaîne, mais en même temps parce que le peuple n'est pas bon en soi. Le peuple est traversé par des passions, et les passions démocratiques qu'analyse Tocqueville sont des passions qui peuvent être destructrices. Donc le peuple n'a pas ni réalité avant qu'on le construise sociologiquement, politiquement, etc., ni un caractère bon ou mauvais dans la compréhension, les représentations, disons, les différentes réactions, passions qu'il peut déployer. C'est-à-dire que le peuple, en soi, ça n'existe pas. Et qu'il ne peut être compris qu'à travers un certain nombre de représentations, de formes, dont un certain nombre, émanant de ces perceptions qu'il y a au sein du peuple, émanant de compréhensions, de représentations qui peuvent être tout à fait fausses, la peur de l'immigré, la peur du musulman, ce que j'appelle, je travaille un livre en ce moment, l'insécurité culturelle, ce sont des représentations, mais en politique, ce sont des représentations qui comptent. C'est pour ça que le débat, toujours un peu étrange politiquement, des technocrates, des gens qui disent on a vu avec le vote suisse, le référendum suisse, Viviane Reding, commissaire européenne, qui explique que vraiment ces Suisses n'ont rien compris et qu'il ne faudrait pas que les Anglais s'y mettent aussi, que le peuple, il ne faut pas poser des questions comme ça au peuple parce que ça suffit. Bon. Mais c'est une réaction absolument stupide, une réaction antidémocratique, même si la démocratie, c'est aussi la votation suisse. C'est aussi une manière de poser la question, c'est aussi une manière de mettre des représentations qui peuvent être fausses sur le plan des réalités économiques, etc., compte tenu de l'ouverture de la Suisse, de son taux d'immigration, de la nécessité des accords avec l'Union européenne, de la nécessité de l'immigration pour la population de salariés, enfin de travail, population active suisse, pardon, etc. Même si tout cela est une réalité qui échappe aux représentations de ce peuple, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple souverain, c'est le peuple démocratique. Donc on a cette ambiguïté permanente, et lutter contre le populisme, et je vais tout à fait dans votre sens, ce n'est pas dire au peuple qu'il se trompe, et comme disait le poème de Brecht en 1951, la solution, 53, on va remplacer le peuple qui a déplu au gouvernement. Donc on va dissoudre le peuple et le remplacer par un autre peuple qui plaira mieux au gouvernement. C'est pas possible. Hein, on a le peuple, c'est même pas. La question c'est. Le peuple démocratique est une nécessité, hein, le pire des régimes à l'exception de tous les autres, disait Churchill, c'est une nécessité absolue avec les mots qu'il entraîne. Et le populisme, c'est insister et jouer sur ces passions, sur ces fausses représentations, pour en faire des instruments politiques.
Et lutter contre le populisme, c'est lutter contre ces fausses représentations, pas en disant aux gens qui sont stupides, racistes, qui sont des beaufs, que voter Le Pen, l'horreur, Wilders, etc. C'est être stupide, ne rien comprendre, être un âne-batté qui est un pauvre raciste, mais au contraire expliquer qu'il y a dans ce vote, dans ce type de vote, une approche qui est une approche de destruction de la démocratie, de ce pouvoir lui-même du peuple. Et là, il y a quelque chose de tout à fait fondamental. On pourra revenir peut-être dans les questions sur les solutions, parce que c'est quand même aussi ça qui est important dans le débat public, c'est d'essayer de comprendre comment on peut mieux lutter contre le populisme. Voilà, merci beaucoup. Et la parole est maintenant à vous pour intervention, question. La première question étant toujours la plus difficile. Il y a une question là-bas derrière. Tout en haut. C'est pour faire courir les organisations. Ah, c'est pas une question? Ah, c'est une blague. Bah, regarde là. Bon, alors, je vais peut-être commencer la séance des questions. Ma question s'adressera à tous les intervenants, mais plus particulièrement à Vincent Touzière. Je voulais un peu savoir s'il pouvait approfondir la question de la sociabilité, notamment en relation avec la question du lien social. Il me semble que c'est quelque chose qui est assez prépondérant dans votre ouvrage. Et deuxième question, je voulais savoir s'il existait une forme de bon populisme. Et ça, c'est plutôt pour tous les intervenants. Oui, je vous remercie de votre question. Je vais peut-être aussi articuler ça avec ce qui a été dit sur la démocratie et le rapport de la démocratie au peuple. Je crois qu'on vit une forme d'illusion qui est de croire, si vous voulez, que la démocratie, justement, pourrait se passer de peuple. Il y a un très beau titre d'une philosophe qui s'appelle Catherine Colliot-Tellen, qui s'appelle « La démocratie sans démos ». La démocratie sans démos, c'est intéressant. Parce qu'en effet, la démocratie suppose une volonté commune, suppose le fait, on va dire, majoritaire, mais comment construire une volonté commune, comment construire une volonté majoritaire sur la base d'une différence totale entre les individus, sur la base d'intérêts complètement particuliers, complètement divergents, et sans qu'existe déjà une certaine forme de similitude, j'emprunte ce terme dans mon livre à Gabriel Tarde, le sociologue qui a été éclipsé par Durkheim, comment penser, si vous voulez, la construction d'une volonté générale s'il ne précède pas une forme de communauté. Cette forme de communauté, c'est ce que j'appelle effectivement dans mon livre la sociabilité. La sociabilité, c'est le fait de ne pas penser le peuple comme un grand individu. Si vous voulez, il y a deux écueils. Soit on pense le peuple comme un grand individu, à la manière totalitaire. Le peuple, c'est rassembler le plus de personnes possible dans un espace. Là, on a le peuple. Donc, penser le peuple comme un grand individu collectif. Soit on dissout le peuple dans la multitude, justement, des individus, et on croit que la démocratie, par le simple miracle des institutions représentatives, va permettre de construire une volonté commune. Ben non, ça ne marche pas comme ça. On a deux écueils, soit le peuple, donc le peuple qui va donner le peuple totalitaire, cette unité va s'exprimer par la voix du démagogue et du leader totalitaire, soit d'un autre côté, pas de peuple du tout, une pure diversité d'individus, mais comment à partir de cette pure diversité construire une volonté commune. Donc, je pense que si on veut penser la démocratie, on est obligé de penser cette articulation du peuple social, d'une certaine communauté, et du peuple politique, cette communauté permettant la projection dans une volonté commune et permettant l'établissement du fait majoritaire qui permet, etc., la décision collective. Donc voilà, l'idée, si vous voulez, c'est que
le populisme est une réaction, si vous voulez, par rapport effectivement à la perte de la démocratie, mais la perte de la démocratie, c'est pas seulement la perte des institutions représentatives, c'est la perte de la condition du fonctionnement de ces institutions, qui est une certaine similitude minimale du peuple. C'est un vieux problème des théories du contrat. Hein. Comment faire un contrat, comment contracter, si on n'a pas déjà quelque chose de commun, au moins un langage commun. Vous savez qu'il y a des penseurs républicains comme Alfred Fouillet, qui est maintenant devenu inconnu, qui parlait de quasi-contrat. Le contrat est forcément précédé d'un quasi-contrat. Ma question était aussi pour chacun d'entre vous. Sur la sociabilité. Sur le bon populisme, est-ce qu'il existe un bon populisme selon vous, ou est-ce que c'est forcément péjoratif et à combattre? Alors, Mélenchon, mec qui dit populiste, j'assume. Je crois que la distinction à faire, mais c'est mon cheval, non pas de Troie, mais de bataille, c'est la dimension nationaliste qui m'inquiète. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que le mot nationalisme était positif à la Révolution française, hein, les missionnaires armés qui allaient abattre les despotismes d'Ancien Régime et libérer les peuples, j'en ferai aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Aujourd'hui, le mot nationalisme, surtout depuis le national-socialisme a pris, faut-il le dire, une dimension extrêmement meurtrière et barbare. On ne sait pas très bien l'avenir. Les prévisions sont toujours hasardeuses, vous savez, surtout si elles portent sur l'avenir. À la fin des années 1920, je remonte un peu là, eh bien l'idée européenne était déjà bien en marche. Il y avait Aristide Briand, Gustave Freisenmann, etc. C'était des apôtres de la paix, etc. Et puis il y a eu la crise de 29. Et vous savez ce que ça a donné dans les années 30. À partir du moment où l'angoisse, les peurs se réinstallent, eh bien, excusez-moi de le répéter, mais il y a des sauveurs soi-disant providentiels qui profitent de cela pour satisfaire leur libido dominandi. C'est un peu mal à cœur. La libido dominandi, il y a la libido CND, le désir, il y a un troisième que je vous conseille. Donc la libido dominandi. En fait, le premier travail que j'ai fait, mais moi de ça, c'était sur les anarchistes à Liège. Ni Dieu ni maître. Ça va, ça ici, oui. Donc, voilà. Donc, je suis à ce moment-là extrêmement pessimiste lorsque le désespoir s'installe chez les gens et que le désespoir débouche ou risque toujours de déboucher vers des dérives et des aventures extrêmement périlleuses. C'est pourquoi, en Europe, il faut absolument donner un volet social, il faut redynamiser les peuples, les travailleurs, qui sont évidemment décontenancés par cette globalisation qui se fiche mais totalement des individus concrets. Parce que, à partir du moment où l'Union européenne est perçue comme une technocratie, avec des gens qui, dans une Olympe, notamment bruxelloise, décident et ne parviennent pas ou ne veulent pas comprendre les tourments quotidiens des gens simples, les gens de peu dont parle un sociologue, je crois que j'ai oublié son nom, ça n'a pas d'importance, les gens de peu, parce que j'ai peur des gens qui aiment l'humanité avec un grand H, mais ne supportent pas les êtres de chair et de sang. Voilà, c'est un discours un peu syndical. Mais j'ai vraiment peur de, quand on souffle sur le feu du nationalisme, allez, dernière citation, Robert Schuman, nous n'avons pas eu l'Europe et nous avons eu la guerre. Voilà, vous savez que l'Europe s'est créée bien sûr entre le cataclysme de 40-45, etc. Enfin voilà, donc sans volet social, sans dimension donc, quotidienne pour sauver ces pauvres gens que nous sommes, pauvre humanité, et bien là, c'est extrêmement inquiétant. Donc, je ne suis pas spécialement pessimiste, je suis déterminé, et j'espère que je ne serai pas le seul, merci. Laurent Bouvet, est-ce qu'il y a un bon populisme? Alors, moi je ne crois pas qu'il y ait un bon et un mauvais populisme, en fait. Je ne crois pas à cette distinction. Je pense qu'il y a un bon usage et un mauvais usage du populisme. Et, alors, le bon usage du populisme, qu'est-ce que ça peut être?
Alors, d'abord, je pense que d'abord ce que ça peut pas être. Ça peut pas être ce que fait Mélenchon. Il y avait eu, pendant la campagne présidentielle française, un débat sur une télévision entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et pendant une partie, la première partie du débat, qui était essentiellement sur l'économie, en fait, ils étaient relativement d'accord sur le constat général par rapport au capitalisme, la construction européenne. Et d'ailleurs, ils étaient un peu embêtés. On les sentait quand même, d'accord, c'était pas, il n'y avait pas d'angle, c'était très compliqué. Et à partir d'un moment, on en est venu à... alors bon, il y a une différence, Marine Le Pen de fermer les frontières françaises, Jean-Luc Mélenchon de fermer les frontières européennes, enfin bon, bref, c'était pas là-dessus. Bon. Mais il y a eu un moment où il y avait justement la question, est-ce qu'on ferme aussi les frontières à l'immigration, non pas seulement aux capitaux, aux biens, aux services, mais aussi aux personnes. Et là, évidemment, la différence était nette. C'est ce que vous disiez sur le national. La différence était très nette. La frontière passait entre les deux précisément par cette question de l'ouverture des frontières. Jean-Luc Mélenchon, fidèle à l'internationalisme de son parcours historique à gauche, du trotskisme au parti gauche aujourd'hui, en passant par sa longue carrière au sein du Parti socialiste, considère qu'on ne peut pas fermer les frontières. Même encore à condition qu'on le puisse, hein, c'est presque un autre débat, presque technique, mais enfin sur le fond qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas fermer les frontières et que la libre circulation des hommes, en particulier donc l'immigration des pays les plus pauvres vers les pays plus riches, est une forme de solidarité internationale. Marine Le Pen, elle, évidemment, pense exactement le contraire. On doit protéger, et ça va maintenant sur la question de la communauté, on doit protéger le nous en fermant la frontière avec le eux et en établissant la frontière non pas comme un lieu de passage, de fluidité, comme une porte qu'on ouvre, qu'on ferme, dont on est maître parce qu'on est souverain, mais comme un mur. Hein, il y a la conception de la frontière comme mur. Vous savez, on dirige les murs dans plusieurs endroits du monde, entre les peuples. C'est une conception de la frontière. Il y a une autre conception de la frontière qui est une conception, pas celle de Mélenchon et de l'internationalisme, et c'est la conception largement européenne qui est que la frontière, ça n'existe pas. Il n'y a rien. Et qu'il ne doit surtout rien y avoir parce que les frontières, c'est la guerre. Bon. Entre le mur et la plaine, plate, il y a la conception de la frontière. Et je crois que c'est précisément là que se situe l'enjeu du populisme. C'est-à-dire que c'est de double manière, si vous permettez. C'est d'abord que si on oublie cette question et si on veut faire de l'idéologie à propos de la frontière, ça marche mieux aujourd'hui alors qu'il y a une crise très dure de la mondialisation économique, d'identité, etc. Ça marche mieux de dire que la frontière doit être un mur, et c'est pour ça que Marine Le Pen a fait 18% et Jean-Luc Mélenchon 11%. Hein, c'est pour ça qu'il y a 7 points d'écart entre les deux à la présidentielle. Ça vient de ça. Ça ne vient pas d'autre chose, la qualité de leur programme, etc. Ça vient de ce point-là. Donc, on ne peut pas, si on est dans ces questions, si on ne veut pas poser la question de la frontière de cette manière, on rentre donc dans une conception, disons, celle qui gagne, c'est celle de la fermeture. Donc tout le sens de la politique, de la lutte contre le populisme aujourd'hui, c'est précisément de défaire cette conception d'une frontière qui se transforme en mur. C'est-à-dire comment on ouvre des portes dans le mur, dans la muraille. Et ça m'amène au deuxième point, on ne peut le faire que si, et c'est la question de la communauté, la sociabilité commune, parce que bon, sociabilité-communauté, pour moi c'est un peu différent, mais peu importe, c'est la question de la sociabilité commune, de quelque chose qui est en commun. Ça ne peut se faire que sur cet axe vertical dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre le haut et le bas, il y ait non seulement une communication, mais qu'il y ait quelque chose qui relie le haut et le bas. Une forme de solidarité, une forme, effectivement, peut-on parler de communauté, mais alors à ce moment-là, de communauté nationale. C'est-à-dire que si on est bien dans sa propre société, dans son propre haut, son propre bas, entre une élite et un peuple, entre des classes sociales, peu importe les figures qu'on utilise, ce n'est que si on est bien là, que s'il y a un espace de solidarité qu'on construit, qu'il y a un projet politique commun, la nation au sens français et pas la nation au sens ethnique
organique à l'allemande, traditionnellement à la Fichte, pour prendre une référence au début du XIXe siècle, mais à la française, de la Révolution française à Ernest de Renan, ce n'est que si c'est un projet politique entre le haut et le bas, entre des classes, entre des groupes, imports sociaux, pourquoi pas même entre des individus, disons-le, eh bien ce n'est que si ce projet existe qu'à la frontière, il peut y avoir l'ouverture possible. Car quand le projet n'existe plus, et c'est pour ça que les populistes veulent absolument bien distinguer l'élite et le peuple et montrer que tous les travers, toutes les inégalités sont une volonté de l'élite contre le peuple, et donc de monter cet axe, sur cet axe vertical, le haut contre le bas contre le haut, parce que ça permet aussi de légitimer le E et le nous. Ça fonctionne ensemble, hein. C'est vraiment un double système, s'il vous plaît. Et la lutte contre le populisme, elle doit donc ensemble concerner la question de la solidarité, la question sociale, la question du projet politique commun, du contrat social au sens du pacte de solidarité, du pacte entre le haut et le bas de la société, sa hiérarchie, sa stratification, etc. Donc, dans une forme comprise, acceptée, légitimée démocratiquement, donc dans le cadre démocratique. Et puis, à ce moment-là, on peut respirer vers l'extérieur, on peut construire quelque chose, par exemple, pour ce qui est le cas de l'Europe, autour de la Méditerranée, on peut construire un projet, etc. Mais tant qu'il n'y a pas la résolution de cette question du haut et du bas, tant qu'il n'y a pas ce projet-là, c'est le mur qui gagne. Hein. Et donc là, on est en plein dans cette logique-là. Donc il faut absolument penser les deux dimensions ensemble. C'est ça qui est très compliqué, c'est ça que nos élites technocratiques, et là j'utilise le langage populiste, n'arrivent pas à faire, pas en Europe, certainement pas. Il n'y a pas de projet entre le haut et le bas, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de pacte social, il n'y a pas d'espace de solidarité. Hein, c'est une société des individus et organisée par des principes de liberté, de droits libéraux. Et donc, évidemment, la question des frontières de l'Europe, est-ce que c'est la Turquie, pas la Turquie, le Maghreb, pas le Maghreb, l'Euro-Méditerranée, tout ça, ça n'existe pas. C'est pas possible, il n'y a pas de projet. Et donc c'est un rejet. Vous demandez aux gens s'ils veulent accepter un partenariat avec des pays d'Afrique, du Maghreb, ou l'adhésion de la Turquie, ça sera un nom énorme. C'est le référendum suisse x10. Donc voilà, hein, c'est ces deux dimensions. Donc le bon populisme, pour revenir à ta question, c'est vraiment l'idée qu'il faut penser les dimensions ensemble. Et je crois qu'on est trop dans cette distinction et ça laisse trop d'ouverture aux populistes, hein, aux démagogues populistes dont parlait notre ami tout à l'heure, qui là s'enfoncent et construisent le mur, eux, avec aucun problème, évidemment, de conscience. Merci. Oui. On va prendre 2 questions, ça permettra de faire même 3 questions. Alors, moi, je viens d'Italie, et donc ma question est par rapport à Beppe Grillo. En fait, on est parti d'une déconstruction totale au niveau social. Après, on a eu les grands succès du populisme mené par Beppe Grillo et une politisation d'une société qui avait perdu complètement la confiance dans un système politique. Donc, un détachement complet de la dimension politique a un intérêt croissant à travers le populisme, donc comme un mouvement positif en tout cas, même si venant du populisme. Et ça, après les élections et l'institutionnalisation du mouvement, a été complètement, a disparu complètement, parce qu'on a eu une fragmentation individuelle à l'intérieur du mouvement 5 étoiles. Et donc, ma question, c'est comment on peut partir du populisme et utiliser les populistes pour arriver à une reconstruction sociale. Parce que quand même, il y a des éléments positifs dans le populisme, comme on a vu en Italie, par exemple, dans un intérêt croissant à la politique. Merci. Oui, bonsoir. Merci à tous les trois pour vos interventions.
Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, la définition qu'a proposée Laurent Bouvet du populisme. Vous avez commencé par dire que le populisme, on l'utilisait un petit peu à toutes les sauces de nos jours dans le débat public. Et ensuite, ce qui était frappant, c'est que la définition que vous avez proposée, on pouvait la retrouver dans des mouvements qui ne se disent absolument pas populistes. Et je crois que ça vient notamment de ce que disait Vincent Cousdière, c'est que en fait, vous définissiez davantage la démagogie que le populisme. Et la démagogie est, pour des raisons inhérentes au fonctionnement du champ politique et de la politique moderne, le propre de la politique professionnelle. Mais il n'y a pas besoin d'être populiste, je crois, pour faire un constat que beaucoup font, c'est que le processus de construction européenne, notamment si on prend la question de l'Europe, tel qu'il est fait, se fait par le jeu mécanique des traités, notamment depuis le traité de Maastricht, qui retire, qu'on le veuille ou non, la souveraineté des États. Et donc, quand on s'oppose à cela, on peut que faire ce constat, et des gens qui ne sont pas populistes le disent. D'ailleurs, vous avez parlé du programme économique du Front National en disant, par exemple, que oui, le Front National se moque un peu de la politique, se moque un peu de l'économie, et qu'il essaie simplement d'opposer les élites et le peuple. Sauf que bon, c'est faux, il y a des économistes, je pense notamment à Jacques Sapir, à Frédéric Lardon, qui reprennent à leur compte et donnent des arguments d'ailleurs de manière très diverse pour étayer des thèses qui sont celles du Front National, qu'on le veuille ou non. Donc je pense... Ils se servent de leur thèse. Jacques Sapir et Frédéric Lardon ne sont pas des gens qui sont proches. Non, bien sûr, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est qu'en fait, la définition qu'on propose du populisme, finalement, on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Donc j'aimerais que vous reveniez là-dessus, les uns et les autres, si c'est possible. Je vous remercie. Merci. Alors, une troisième question ici devant. Oui, donc en fait, c'est un peu dans le sens de la question qui vient d'être posée. Vous avez un petit peu dit que le terme était galvaudé. Je pense aussi qu'il sert un peu à discréditer un opposant politique plutôt qu'à définir un courant de pensée bien caractérisé. Mais vous l'avez très bien, M. Bouvet, je pense qu'il a dit, le populisme, ça va avec la démocratie, vous avez dit, c'est son revers. Mais ça, je pense aussi que le terme de démocratie est complètement galvaudé. C'est-à-dire que vous parlez des démocraties libérales, c'est-à-dire 18e, c'est-à-dire une conception qui a 250 ans, pas beaucoup plus. Si certains leaders politiques font appel au peuple directement en prenant, comme l'a dit monsieur ici plus haut, une consultation directe, un retour à des mécanismes plus directs de parole du peuple, c'est très vite catégorisé comme populiste, alors que ça cadre complètement avec une conception de démocratie plus directe qui était de la Grèce antique. Si on lit ce qu'écrit Castoriadis sur la démocratie dans la Grèce antique, c'est une conception radicalement opposée à celle qui est la démocratie représentative libérale qui est née au XVIIIe siècle. Donc je pense que caractériser le populiste qui s'oppose à la démocratie libérale, c'est aussi un petit peu faire un jeu de discrédit d'un système qui n'a pas été donné de tout temps, qui est aussi une construction historique. Et donc voilà, je pense que la question que je vais vous poser, c'était est-ce que être contre la démocratie libérale, est-ce que être contre l'Union européenne, est-ce que être pour la sortie de l'euro, est-ce que c'est populiste? Et si c'est populiste, est-ce que c'est forcément négatif? Donc c'est un peu ce que je voulais vous poser comme question, et aussi aux autres intervenants, il n'y a pas de raison que... Voilà, merci beaucoup, on fait le tour de table. Juste là-dessus, pour rebondir juste là-dessus, la démocratie dans laquelle on vit, c'est pas la démocratie libérale du XVIIIe siècle. Non, mais qu'il y ait une démocratie représentative, parlementaire, bien sûr, qui a été inventée même déjà au XVIIe et XVIIIe, bien sûr, mais c'est pas dans cette démocratie-là. Au XVIIIe siècle, le suffrage universel, c'était là. On vit dans des démocraties où il y a le suffrage universel, très étendu, où il y a l'extension de l'État social, qui est une forme extrêmement sophistiquée de la solidarité dans l'espace démocratique, dans des formes de participation très diverses dans les différents pays avec des traditions spécifiques ici en Belgique, qui n'est pas celle de la France, qui n'est pas celle de l'Angleterre, etc., où il y a eu des luttes sociales, où il y a un monde démocratique associatif, où il y a, qu'on le veuille ou non, malgré tout aussi une présence syndicale très forte dans les pays. On n'est pas dans la démocratie des libéraux du XVIIIe siècle. On n'est pas non plus dans la démocratie des anciens. La cité à laquelle
Castoriadis et beaucoup d'autres auteurs font référence, c'est une cité, si on prend la cité grecque, au moment où il y a effectivement une petite participation, ça n'a pas duré très longtemps à Athènes, mais enfin, du peuple, c'est une démocratie qui fonctionne sur l'exclusion. Le peuple grec, le démos grec, c'est un peuple sans esclaves, c'est un peuple sans étrangers, il faut être né dans la cité, du sang de la cité, c'est un peuple sans les femmes, etc., etc. Donc on est quand même dans une démocratie, hein. Je suis un admirateur éperdu de Rousseau, je comprends ce que vous dites, mais enfin, attention, la complexité, la sophistication démocratique que permet la représentation avec tous ses défauts, hein, la distance entre représentant et représenté qui produit un terreau favorable au populisme, c'est quand même aussi la possibilité très ouverte du pluralisme des médias, etc., qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce que c'était au XVIIIe siècle. Juste un mot pour pas reprendre la parole après sur l'usage des doctrines, des approches économiques par le Front National ou d'ailleurs d'autres partis populistes. Ils utilisent des approches économiques de gens comme Jacques Sapir ou Frédéric Lordon, que vous avez cité, et d'autres, parce qu'ils n'ont aucune doctrine économique propre. Le Front National, il y a 20 ans, en France, c'est un parti qui avait pour doctrine économique le libéralisme thatchérien. Et c'était la petite entreprise, il y avait l'héritage du poujadisme des années 50. Le Pen a été député pour la première fois en 56, hein, dans la suite des Poujades, du mouvement poujadiste. C'était la défense des petits artisans commerçants, travailleurs indépendants, vraiment de la boutique, quoi, hein. Et puis fracassé par le néolibéralisme, donc il a épousé l'État néolibéral réganienne, il allait aux États-Unis avec les militantes néolibéraux, etc. Bon, là maintenant, évidemment, c'est le service public, l'État, la régulation par l'État, etc., la nationalisation si nécessaire. Par rapport à l'Europe, on est quand même dans une approche effectivement extrêmement critique, qui vient de la politique économique, mais qui vient aussi que l'Europe n'est pas un objet politique. C'est-à-dire que c'est lié, c'est pour ça, parce que je veux vraiment faire passer comme message essentiel, c'est que c'est lié, les dimensions économiques et culturelles identitaires sont totalement liées. On ne peut pas les distinguer, et dans les représentations politiques des citoyens, ceux qui votent, elles ne sont pas distinctes. Or, on passe notre temps, les politologues, etc., à essayer de les distinguer, à faire des sondages qui essayent de savoir si vous pensez d'abord que c'est l'emploi le plus important. Alors tout le monde dit, est-ce que vous pensez, ah oui, c'est l'emploi le plus important, effectivement, je fais le chômage, mon fils ne trouve pas de boulot, bon, c'est l'emploi. Le pouvoir d'achat, bah oui, quand même, on n'a pas beaucoup d'argent. Les impôts, ah bah oui, les impôts ont trop augmenté. Bon, ah bah les Français pensent que, ou les Belges pensent que c'est les sujets économiques qui sont premiers. Puis vous regardez les électeurs du Front National, dans la ventilation, et là, ils mettent l'immigration et l'islam en premier. Ah bah oui, c'est des pauvres racistes, ils n'ont rien compris. En fait, ils sont quand même vachement occupés par les questions économiques. Oui, bien sûr, mais tout le monde est occupé par toutes ces questions. Et quand vous regardez le vote par canton en Suisse qui vient d'avoir lieu, c'est très intéressant. Hein, parce qu'il y a à la fois un vote très fort contre l'immigration, hein, pour le référendum, oui au référendum, dans des endroits où il n'y a pas d'immigrés, assez classique, on dit, ils ne voient jamais un immigré, mais ils sont quand même très anti-immigrés. Ah oui, ils ont des représentations médiatiques, la mondialisation dangereuse au fin fond de leur vallée, dans leur chalet, ils trouvent que c'est dangereux, même si ça ne les touche pas directement et qu'ils sont très heureux, qu'ils ont un gros pouvoir d'achat. Et puis vous avez aussi des catégories populaires qui vivent difficilement dans des banlieues qui s'en vont dès qu'elles ont un peu de moyens pour échapper à la banlieue où arrivent les néo-immigrants parce qu'ils ne peuvent plus trouver une boucherie qui n'est pas halal dans leur quartier. Et c'est ça aussi. Alors ceux-là, est-ce qu'ils vont voter Front National, etc. En fait, ils votent sans doute un petit peu moins pour les partis, mais ils s'abstiennent beaucoup plus. Vous voyez ? Donc on est sur des choses quand même assez difficiles. Hein, mais bien penser que les dimensions sont totalement liées, sont totalement mêlées. C'est très compliqué pour l'analyse politique. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans l'analyse. Donc ne faites pas celle-là sur le Front National avec le côté usage. C'est un usage instrumental de théorie économique qui leur sert à justifier un discours totalement cosmétique sur l'économie. Le Front National n'a pas un discours particulier sur l'économie, a un discours beaucoup plus identitaire, beaucoup plus profond sur les questions de frontières, d'immigration, etc. Hein, l'économie, il construit, par exemple, contre l'euro, c'est quelque chose qui s'est construit à partir de la représentation identitaire de l'Europe. Hein, c'est dans ce sens-là que ça marche au Front National. Que puis-je
puis j'ajoutais à cela, sinon que c'est par une progression sociale au niveau de l'Europe que l'Union européenne pourrait subsister, car rien ne prouve qu'elle va subsister, l'Union européenne. Politiquement, en histoire, excusez-moi, je parle d'histoire, hein, on ne vit pas s'il n'y a pas une architecture politico-militaire. Il est fort possible que l'Europe va devenir une sorte de musée culturel. C'est Houellebecq qui parle dans son dernier roman de ça. Quelque part, oui, c'est très aimable, mais on est déjà quelque part perdu. L'Europe n'est plus le centre. Si, à un moment donné, on ne crée pas un espoir, un horizon prometteur, eh bien, ça va évidemment partir en eau de boudin. Je ne sais pas ce que signifie en eau de boudin, mais ça va nécessairement s'effilocher. Voilà, ça, quant à savoir si la croissance va retrouver comme les 30 glorieuses, non, ça c'est certain. Mais je crois à la solidarité des gens, et je sais qu'il y a des solidarités qui se recréent en dehors des échanges marchands, le don, etc. Il y a peut-être quelque chose chez les plus jeunes qui va se recréer et qui va tarauder le capitalisme ultra, mais vraiment ultra-libéral qui est en train, en fait, de ternir et de faucher notre royaume planétaire. C'est absolument ça. Je crois que nous devons recréer, surtout vous bien sûr, hein, recréer quelque chose. La croissance telle que nous l'avons connue après 1945, c'est terminé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez évoqué, hein, M. Pouvet, vous avez évoqué le fait que maintenant, le Front National qui s'adapte, comme vous l'avez dit aussi, qui s'adapte, et qui maintenant, avec Marine, se présente comme étant un défenseur, vous savez, des services publics, défenseur de l'État, de la laïcité, etc. Alors, qui vous dit que ça ne va pas entraîner des lois? Parce que dans les années 30, lorsque les gens ont voté pour le parti donc, des travailleurs allemands, le parti nazi, eh bien, rien ne prouve que ces travailleurs qui étaient en vue à la crise économique, rien ne prouve qu'ils avaient l'impression de voter pour l'extrême droite. Voilà où je trouve aujourd'hui, où se trouve la difficulté pour les partis démocratiques et pour la gauche, bien sûr. Quelle réponse donner à cela? Si la gauche socialiste, particulièrement en France, perd les catégories populaires, mais alors il ne faut pas que ça devienne uniquement, quelque part, un parti de bobos et qui s'aventure dans des projets sociétaux par manque de véritables projets qui pourront toucher les gens dans leur vie quotidienne. Bon, je n'ai pas nécessairement la solution non plus, hein, je trace les grands tours, moi, ici, à l'indépendance souveraine, comme dit la Bible. Voilà. Alors, je répondrai d'abord à la question sur BP Grillo, sur le cas italien. Sur le cas italien, parce qu'il me semble que ce cas conforte un peu certaines analyses que je propose donc, dans l'éloge du populisme, hein, c'est-à-dire de distinguer la démagogie populiste et le populisme du peuple. Parce qu'il me semble qu'on s'est fait très peur avec BP Grillo, les hebdomadaires ont fait des couvertures, le retour des années 30, etc. C'est vrai, donc, qu'il y a eu un effet spectaculaire de l'arrivée au pouvoir, entre guillemets, de sa formation lors des élections des députés, mais il me semble qu'au niveau des municipales, il y a eu en fait un effet d'amoindrissement notable du succès de BP Grillo, hein, donc ça s'est un peu dégonflé tout ça. On a vu de semblables allers-retours concernant le Front National, hein, il faudrait quand même se poser aussi cette question. Nicolas Sarkozy en 2007 a dégonflé de manière très très spectaculaire le vote Front National. Hein, donc moi je pense que tout ça va dans le sens hein, d'une distinction entre le populisme du peuple qui cherche une politique
une représentation de son intérêt qui ne cherche pas forcément à si vous voulez, la démocratie directe, hein, c'est pas le slogan populiste de Ségolène Royal, la France présidente, hein, comme si les Français voulaient être plus présidents. Je ne pense pas du tout qu'il faille interpréter le populisme comme ça, hein, les gens ne veulent pas gouverner à la place des gouvernants, ils veulent simplement que les gouvernants gouvernent dans le sens de leur intérêt. Et ils ont le sentiment que les partis traditionnels ne le font plus. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le populisme, si vous voulez, est un moment de crise de la représentation, mais qui peut déboucher sur une recomposition politique. Hein, vous disiez comment est-ce qu'on peut faire pour finalement arriver à une reconstruction sociale à partir du populisme. Ben oui, c'est ça la question, c'est ça le défi. C'est comprendre que le populisme, si vous voulez, est un moment nécessaire à traverser de recomposition de l'offre politique. Parce que l'offre politique ne se partage pas selon les clivages véritables aujourd'hui. Hein? C'est pas exactement ce qu'on a vu en fait. Parce qu'à travers l'institutionnalisation, on a vu qu'il y a eu quand même la déconstruction, on a dispersé tout l'acquis positif du populisme. Même, je comprends les limites, je suis pas d'accord avec les discours de Beppe Grillo. Je parle pas, il y a quand même des limites internes dans son discours. On parlait avant du bricolage idéologique, c'est exactement ça. Mais, oui, mais en tout cas, on a eu une dispersion. Et donc, oui, vous disiez, le populisme, il peut amener à une construction, mais non, ça n'a pas marché. Donc, quelle pourrait être une alternative? Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous, et je pense que c'est le même problème dans le cas français et dans beaucoup de cas. On n'en a pas fini avec le moment populiste. Hein, on n'a pas fini de le traverser, et on n'a pas fini de relever le défi d'une recomposition de l'offre politique. Hein, Beppe Grillo a donné cette illusion comme d'autres dans d'autres pays, mais je crois que voilà, on n'est pas du tout encore arrivé à cette recomposition. Voilà. Après, concernant le problème du Front National et de son programme économique, alors effectivement, le Front National joue un effet de blocage dans la vie politique française, parce que, dont il n'est pas le seul responsable d'ailleurs, hein, il a largement été instrumentalisé, mais il joue un rôle de blocage qui fait qu'on ne peut pas tenir des positions qui sont celles du Front National, parce que sinon, justement, on est populiste, national-populiste, etc. Hein. Donc vous avez bien fait de rappeler que des économistes de gauche, comme ça Pierrot Lordon, par contre vous auriez pu aussi parler d'économistes de droite, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des économistes de droite qui défendent l'idée de la sortie de l'euro. Donc un des plus notables est Jean-Luc Gréau, ancien expert du MEDEF. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vous avez faite, que le populisme fonctionne comme un qualificatif finalement qui dépolitise le débat, qui empêche finalement un certain débat politique, parce que dès que vous n'êtes pas dans les positions dominantes, vous êtes populiste. Ça, on pourrait prendre d'autres exemples encore que la question de l'euro. Voilà, alors ensuite, oui, bon, on assiste, alors effectivement, je suis d'accord pour dire que le Front National a évolué, mais on pourrait dire que c'est ça le jeu des démagogues, il s'adapte aux circonstances. Monsieur Le Pen était plutôt libéral, Marine Le Pen, moi je dirais qu'elle est en train de se chevènementiser. On assiste à la chevènementisation du Front National. Alors est-ce que ça réussira? Est-ce qu'à travers sa chevènementisation, le Front National réussira à rejoindre le populisme du peuple? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Alors ensuite, pour la question sur la démocratie, effectivement, là aussi, démocratie directe, démocratie représentative, on a l'impression aujourd'hui, effectivement, défendre la démocratie directe, c'est d'être populiste. Bon, moi je pense que finalement cette distinction, elle n'est même pas forcément totalement pertinente, parce que la démocratie directe n'est jamais directe. Le référendum, la votation populaire, c'est encore une institution qui permet au peuple de se représenter sa volonté. Un peuple politique, il y a
deux choses qui permettent à un peuple d'être politique. C'est d'une part la représentation. Il faut que le peuple puisse se représenter ce qu'il veut, justement parce qu'il n'est pas un grand individu, donc il faut qu'il puisse se représenter ce qu'il veut à travers les institutions électorales, représentatives, etc. Mais d'autre part, il faut que le peuple soit souverain. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'il se reconnaisse dans sa décision, mais il faut que cette décision décide. Et donc qu'elle soit souveraine, c'est-à-dire indépendante d'autres peuples ou d'autres instances internationales, etc. Or, c'est la déconstruction, la décomposition de ces deux critères, représentation, souveraineté, qui explique réaction populiste. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une deuxième après Lucie, c'est pas un problème. Oui, ouais. Moi, en fait, c'est juste une question sur l'usage plutôt genre positif que peut avoir le mot populiste. Par exemple, l'exemple d'hommes politiques comme Alain Destex au MR, ici en Belgique, ou Jean-François Copé, cette droite décomplexée de l'UEP, qui tiennent parfois des discours ou des positions sur certaines questions sociétales, à savoir, si vous voulez parler de l'islam, de l'immigration, voire même qui frôlent avec les revendications de la manif pour tous. Le fait qu'on les qualifie de populistes au lieu d'oser dire qu'ils tiennent des positions d'extrême droite, n'augmente pas plutôt leur capital de fréquentabilité et de crédibilité au lieu de les carrément oser les classer à l'extrême droite. À savoir sur des questions qu'on appelle genre la nouvelle trilogie républicaine, laïcité, sécurité, identité, qui a remplacé liberté, égalité, fraternité. Et donc, une petite dernière question, en fait, c'est sur un sujet qui n'a pas vraiment été très abordé aujourd'hui ce soir, c'est la question en fait de la décence commune. C'est-à-dire le concept qu'avait forgé George Orwell dans ses romans, où il disait en gros que le peuple détenait une forme de décence commune, avec des valeurs d'entraide, de solidarité, etc. Et puis comme on a parlé beaucoup justement de la question des rapports au Front National, du fait que généralement les critiques, et qui viennent d'ailleurs très souvent de la gauche, vitupèrent le peuple en disant que c'est un ramassis de pauvres, de crétins qui votent pour le mauvais parti, etc. Je voulais savoir si, selon vous, on pouvait imaginer une forme de valeur que détiendrait le peuple parce qu'il est peuple justement, et sur lequel les partis pourraient se reposer, ou en tout cas une forme de contestation pourrait reposer. Voilà. Voilà, mais je propose... Alors sur la décence commune, effectivement, utilisée par Orwell et reprise par Michéa, hein, c'est Jean-Claude Michéa qui insiste là-dessus. Bon, c'est un peu le parallèle de ce que moi j'appelle, en suivant Gabriel Tarde dans mon livre, la sociabilité, la décence commune. Hein. Michéa fait une critique du gauchisme libertaire, hein, ou du gauchisme culturel, comme hyper-individualisme, qui promeut l'individu en dehors de toute, justement, appartenance, en dehors de tout lien quotidien, hein, finalement, l'apologie de l'individu. Et Michéa, au contraire, oppose à cette apologie de l'individu, qui est donc le fait du gauchisme libertaire, eh bien, il oppose la décence commune, hein, effectivement, comme forme de sociabilité, de souci de l'autre, hein, d'une liberté qui s'affirme non comme un absolu, mais dans la limite de la liberté des autres. Hein, donc voilà, peut-être que là il y a une vertu populaire, hein, qu'on pourrait dire, effectivement, une expérience. Il y a une expérience, hein, parce que finalement, moi, ce que j'appelle le peuple, c'est en fait une expérience. Hein, le peuple, c'est pas une réalité, c'est une expérience. On fait l'expérience du peuple dans, si vous voulez, un certain nombre de relations, en fait, hein, qui passent par le langage, qui passent par l'activité du travail, qui passent par toute une sorte d'activité. Et donc, je crois que c'est ça qu'effectivement Orwell et Michéa appellent la décence commune. Et donc, en ce sens-là, oui, il y a sans doute quelque chose, hein, là, à préserver. Hein, ce qui détruit ça, c'est l'hyper-individualisme. Et dans mon livre, j'essaye de montrer que ce que j'appelle le gauchisme, hein, si vous voulez, c'est le passage de la liberté sur les politiques à la liberté comprise comme liberté de se réaliser soi-même de manière absolue, sans aucun rapport, finalement, à l'autre. Hein. Et c'est ça qui détruit, effectivement, hein, la décence commune. Voilà. À ce sujet-là, et en fait, en guise de conclusion, en quelque sorte, c'est pas moi qui vais décider, mais tout de même, connaissez-vous le roman de Louis Guillou, La Maison du Peuple?
vous conseille cette approche, c'est préfacé par un certain Albert Camus. Et je vous lis, c'est pas trop long, le début. Presque tous les écrivains français qui prétendent aujourd'hui parler au nom du prolétariat sont nés de parents aisés ou fortunés. Ce n'est pas une tare, il y a du hasard dans la naissance, et je ne trouve cela ni bien ni mal. Je me borne à signaler aux sociologues une anomalie et un objet d'étude. On peut d'ailleurs essayer d'expliquer ce paradoxe en soutenant, avec un sage de mes amis, que parler de ce qu'on ignore finit par vous l'apprendre. Eh bien, je trouve que dans le mot populisme, n'oublions tout de même pas qu'il y a un bel étimon, le mot peuple, le peuple concret. Et on souhaite, évidemment, puisque nous sommes dans une année d'élection, que ceux qui vont nous représenter ne tardent pas à retourner justement à la base, que certains ignorent sauf au moment des élections, c'est populiste, pour mieux représenter ces gens, ces pauvres gens dont nous faisons partie et qui est notre fierté justement. Et je pense ici à mes parents qui étaient des enfants du peuple et avec une noblesse du travail exceptionnelle. Je suis ému, merci. Oui, je vais répondre aux deux questions en pièces. Le retournement de la péjoration populiste, c'est-à-dire le fait qu'à force de s'entendre dire, effectivement, on est populiste plutôt que d'extrême droite, même si extrême droite, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, pour les gens qui l'entendent. C'est une catégorie de l'analyse, mais c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que toutes les campagnes en France, notamment, il faut dire que le FN est un parti d'extrême droite. Politiquement, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde se dit, ah bon, alors oui, très bien. Et en même temps, donc, le fait d'assumer, pas tellement pour les leaders, etc., les démagogues, mais à force de dire à quelqu'un, tu es populiste, tu es un sale type, tu es raciste, tu es un beauf, tu comprends rien, t'es vraiment... Au bout d'un moment, la personne dit, encaisse, et puis au bout d'un moment, et ça c'est la dynamique actuelle, dit, bah écoute, d'accord, ok, je suis un beauf, je suis raciste, je suis homophobe, j'aime pas les PD, j'aime pas les arabes, j'aime pas les... Voilà. Et donc on est là-dedans, en France, pas seulement, mais on est là-dedans. Le mouvement, le jour de colère, le retour, la transposition sur le juif, avec le retour de la figure du juif, qui est complètement enfin qui était comme... on voit bien qu'on est dans, ok, vous nous emmerdez tout le temps, vous cessez de nous dire qu'on est vraiment des abrutis, des salauds, etc. Eh bien d'accord, on est des salauds, pour de vrai. Et là on va vraiment vous mettre, comme dit Dieudonné, la quenelle, etc. On est, ok, on est des salauds, on retourne. C'est le retournement de la péjoration. Et ça, c'est quelque chose qui joue un rôle extrêmement important aujourd'hui, extrêmement dangereux, parce que c'est manipulé évidemment de tous les côtés, et souvent d'ailleurs à dessein, à droite et à gauche. Bon, il y aurait autre chose, on fera une deuxième conférence si vous voulez. Sur la décence commune, décence ordinaire, la traduction de common decency, c'est un peu compliqué, mais enfin en tout cas, décence commune, disons. En fait, moi je le vois plutôt aujourd'hui comme une injonction à l'égard des élites. Et une injonction populiste au sens là, peut-être bon du terme, d'injonction de dire soyez à la hauteur de votre peuple. Alors en revanche, et ça c'est la discussion avec Michel, en revanche, la confiance, je dirais pas aveugle, mais enfin quand même extrême dans le peuple, en disant le bas, comme disait Michelet, en politique comme en géologie, la chaleur vient toujours du bas, donc il faut faire confiance au peuple, c'est toujours... Le peuple a toujours raison finalement, parce que ça c'est un peu compliqué, parce que, encore une fois, les passions, par exemple la passion consumériste, qui renvoie à l'individualisme, bien sûr c'est une manipulation de la publicité, du marketing, etc., du marché, mais enfin, on voit bien que c'est une passion qui porte aussi un certain nombre de conséquences au sein du peuple. Et là, Micha, c'est toujours un peu compliqué, parce que faire confiance à ce bas, à ce peuple, en disant c'est là que réside la réalité des valeurs, comme le faisait Orwell, qui a vraiment dans la vie commune, les gens de peu, de Pierre Sanso, dont on cherchait tout à l'heure le nom, ou même dans le début des Cultural Studies en Angleterre, Stuart Hall vient de mourir, même avec lui à l'origine de la fondation de cette sociologie du bas de la société, des bas-fonds, des attitudes de solidarité profonde, etc. On voit bien qu'aujourd'hui,
effet de l'individualisme destructeur certainement, mais on voit bien quand même que c'est pas que ça le peuple. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement pénibles, et il y a même un certain nombre de textes qui disent que finalement, c'était la thèse notamment d'un linguiste italien qui s'appelle Raffaele Simone, qui a fait un livre en traduction en français, c'est Le Monstre doux. Il a repris l'expression de Montesquieu. Et qu'est-ce que c'est le monstre doux? C'est le monstre de la société capitaliste, qui fait de nous aussi, avec nos smartphones, avec notre sensibilité, même si on y résiste à tout ce qui nous entoure, etc., qui fait de nous aussi des produits de tout cela. Et donc, faire confiance au peuple, c'est aussi travailler sur ces contradictions-là. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, que ce que disent les populistes, mais j'ai peur que ça soit moins optimiste que ce que dit Michéa. C'est la différence, c'est la divergence que j'ai avec lui, parce que c'est un auteur que j'aime énormément. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre attention. Je remercie évidemment nos trois invités d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Évidemment, le débat est encore vaste, il y a évidemment encore de très très nombreuses questions, mais je suis sûr que nous aurons l'occasion, dans un cadre ou l'autre, d'y revenir. Je vais juste vous demander encore quelques minutes de votre attention. Donc déjà pour vous remercier à tous d'être venus ce soir à participer et écouter cette conférence, et aussi remercier évidemment les intervenants qui ont accepté l'invitation, et en particulier ceux qui ont justement intervenu, puisqu'ils ne viennent pas de Bruxelles. Aucun d'entre eux vient de Bruxelles, il y en a deux Français et quelqu'un d'autre qui vit à Liège, il me semble. Et donc je vais aussi passer la parole à un des autres membres du Cercle Libre Examen pour parler d'une activité qu'on aura bientôt. Voilà, donc juste pour rappeler deux choses. La première, c'est de ramener les petits bulletins de sondage, que l'on puisse améliorer notre communication et nos activités sur le campus. La deuxième, en fait, c'est trois choses. La deuxième, c'est que les livres de M. Coustière et M. Delers-Schneider sont en vente juste là à la sortie. Ils sont très intéressants. Et alors la troisième, c'est une activité que le Cercle des Romanes organise la semaine suivante et que le Cercle du Libre Examen soutient. Ça s'appelle Université Livre, et donc c'est une première, c'est une foire du livre qui sera organisée sur l'ULB dans le foyer culturel, et il y aura notamment trois grandes conférences sur des aspects de la censure, notamment une conférence sur la censure dans la littérature, la censure dans l'audiovisuel, et une dernière, la censure et l'extrême droite. Voilà, merci beaucoup, on espère vous y voir nombreux. On va voir le bon exemple.